Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de M&M sans limite. Salut Martine! Salut Marca! Comment ça va? Ça va super bien, toi? Super bien. Aujourd'hui, on poursuit sur notre thème justement de se relever des épreuves et on a un invité que tu vas nous présenter à l'instant. Oui, un gars vraiment formidable que j'ai eu la chance de rencontrer cette année. Il va nous raconter son histoire en détail, là, mais en gros, il a été diplômé comme avocat. Il a ouvert son bureau à l'âge de 22 ans. Et quelques années après, il s'est réorienté comme conseiller financier. Et là, il a vécu la récession, pas facile encore là. Et pour arriver à une épreuve de vie, la dépression. Et de là, ben moi, j'aime dire que de là, un moment difficile est parti. Une aventure vraiment incroyable. Puis il va nous raconter ça. Jean-François Lacasse, salut! Salut, ça va bien? Ça va très bien, merci. Contente que tu aies accepté notre invitation, vraiment. Merci beaucoup d'être là. Ça me fait grandement plaisir. Merci de m'avoir invité. Puis, c'est un privilège. Vous autres, vous êtes des survivors, mais moi aussi, je suis un survivor d'une certaine façon, là. Ben oui, tout à fait. Puis c'est ça, justement, que, ben écoute, je veux qu'on parte sur cette lancée-là, justement, Jean-François, parce que tu as vraiment, tu sais, on se le dit, là, il y a, ben, même encore aujourd'hui, là, la dépression, côté santé mentale, c'est de plus en plus reconnu, mais encore, on manque beaucoup d'outils, je trouve. On manque beaucoup d'éléments. C'est pas mis assez sur la place publique, je trouve. Et tu as pris cet événement-là dans ta vie et tu l'as amené à un niveau pour justement aller aider d'autres gens comme toi qui ont passé une épreuve difficile. Oui, exactement. En fait, c'est transformer ces épreuves de vie en mission de vie, disons ça comme ça. Si on se rapporte comme à ton histoire exactement, quel a été le moment qui a vraiment dit « OK, ben là, je suis en dépression ». Ben écoute, premièrement, j'ai été dans le déni puis pendant des années, parce que tu sais, tu te réveilles pas un matin puis boum, tu es en dépression. C'est que j'ai cultivé un terrain propice à l'apparition de ma condition, je dirais, Martine, 5 ans auparavant. Ah, OK, tant que ça. Wow, OK. Oui, parce que dans le fond, tu sais, moi, je fais des analogies avec l'aviation pour parler de santé mentale. C'est un peu l'univers que j'ai créé qui s'appelle M'aider, m'aider. Comment je peux m'aider? Parce que c'est un jeu de mots. Là. Le deuxième m'aider, c'est M'-A-I-D-E-R. Donc, comment je peux m'aider pour éviter un m'aider qui est un signal de détresse en aviation? Ouais. OK? Moi, au sens figuré, j'ai vécu ce que j'appelle un atterrissage forcé au mois de mai 2018. C'est à ce moment-là que je suis tombé en arrêt de travail là, pendant plus de 6 mois. Wow. Et quand on dit on dit un arrêt forcé, c'est quelqu'un qui t'arrête ou ton corps t'oblige à t'arrêter? Écoute, moi, c'est mon corps qui m'a obligé à arrêter. Là. J'avais tellement de lumière qui flashait sur mon tableau de bord, là, un peu comme le check engine là, sur une voiture. Là. Tu sais, à un moment donné, quand tu as des palpitations, quand tu perds la mémoire, écoute, c'était rendu. Moi, je me suis tellement rendu au bout que mes symptômes à ce moment-là, là, ils étaient vraiment devenus là, importants. Puis, tu sais, pourquoi que je suis capable d'admettre que j'ai cultivé ce terrain propice-là 5 ans avant, c'est que un coup que ça m'est arrivé, c'est sûr et certain que les premières semaines, les premiers mois, tu sais, j'étais en lambeaux, là. Mais après ça, je me suis dit, comment se fait-il qu'un gars comme moi, instruit dans le monde des affaires, frappe le mur comme des centaines de milliers de personnes au Canada? Et là, j'ai commencé à fouiller, j'ai commencé à me documenter. Puis, moi, j'ai appelé ça faire la lecture de ma boîte noire. Tu sais, parce que quand il arrive un accident d'avion, là, on la cherche, la fameuse boîte noire, là, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé en vol pour éviter une éventuelle tragédie. Fait que moi, j'ai développé une forme d'obsession de vouloir comprendre pourquoi ça m'était arrivé. Et c'est là que j'ai passé sous le scanner pratiquement les 20-25 dernières années de ma vie, là. OK? Parce que c'est ça. Et ce que je me suis rendu compte, essentiellement, ça a commencé avec le deuil mal guéri de mon papa, qui est décédé subitement en 2013.
Donc, tu sais, dans les faits, qu'est-ce qui se passe? C'est que ton père décède. Moi, j'étais planificateur financier à l'époque. C'est qui s'occupe de la succession? C'est le planificateur financier de la famille. Tu as genre 2 jours de congé au bureau pour t'occuper de tout ça. Toi, à supporter ta mère, ta sœur à travers tout ça. J'ai fait mon fort, tu sais. C'est qui fait le speech au funérailles? Ben, c'est encore moi. Puis, tu sais, je veux dire, mais tout ça, ça peut paraître un peu banal, mais il aurait fallu que j'aille chercher de l'aide à ce moment-là parce que, tu sais, j'avais une bonne relation avec mon père, mais en même temps, lui aussi a vécu des enjeux de santé psychologique par le passé. Puis, ça m'a drôlement marqué, moi, à l'adolescence. Et je dois dire que j'avais pas une relation père-fils, là, comme je l'aurais souhaité. Donc, c'est sûr que, tu sais, quand ton père, il se couche le soir puis il se réveille pas le lendemain, que tu t'attends pas qu'il parte, ça fait un choc, mais il y a comme un effet, tu sais, domino un petit peu plus tard. Fait que j'ai commencé, c'est ça, j'aurais dû aller chercher de l'aide à ce moment-là. Hey, je t'arrête une seconde pour orienter les gens entre l'apparition de symptômes et, comme tu dis, d'être allé demander de l'aide. Il y avait une période d'à peu près combien de temps dans tout ça? Ben, écoute, c'est parce que les symptômes apparaissent progressivement. Ouais. OK? C'est ça qui est sournois. C'est de là l'importance de se surveiller régulièrement. Moi, j'ai un outil que j'utilise, que c'est pas moi qui ai inventé, ça vient du domaine de la santé, mais que j'ai mis aux couleurs de mon entreprise. C'est que dans le fond, tu te prends pour un pilote d'avion pour, en quelque sorte, mesurer ton baromètre psychologique. OK? Fait que tu as des zones de couleurs. Fait que tu as 11 questions. Puis sur chacune des questions, ben là, tu vas dire, je suis dans le vert, je suis dans le jaune, je suis dans l'orange ou je suis dans le rouge. Donc, ce qui arrive, puis c'est ça qui est sournois, c'est que tu vas peut-être avoir une petite lumière jaune d'allumée à un moment donné. Puis, tu sais, c'est pas grave d'avoir une lumière jaune d'allumée. C'est que si jamais elle se ferme pas, puis qu'elle devient pas verte, ou puis qu'elle devient orange, ben c'est là que c'est problématique. Et moi, je me suis piégé là-dedans. Je donne juste un exemple. Une des questions, c'est comment tu te sens, mettons. Puis les réponses dans le vert, c'est t'es de bonne humeur, tu as un sens de l'humour. Dans le jaune, c'est je suis anxieux, puis même je suis irritable. Puis dans l'orange, c'est colérique. T'sais, fait que ça, cet exemple-là, je le donne parce que moi, mon ex-conjointe, à ce moment-là, elle pouvait mettre une assiette de travers dans le lave-vaisselle, puis je pouvais péter une coche pendant 5 minutes. OK. Wow. Donc, moi qui est un gars ultra patient, qui est un gars qui a un sens de l'humour, puis qui a du fun dans la vie, pour une banalité, je suis poigné les nerfs. Et c'est sûr et certain que plus j'avançais dans le temps, cette irritabilité-là, des fois, ça faisait que je sentais que j'avais de la colère comme en dedans pour des niaiseries, là. Alors, c'est ça le message que je porte aujourd'hui, c'est-à-dire que moi, j'ai compris que quand tu as des lumières d'allumées, c'est important de t'en occuper dans le moment présent. Et il y a plein de ressources. Tu sais, en introduction, Martine, tu disais que on n'en parle pas beaucoup, les gens sont pas outillés. En fait, c'est qu'on ne s'intéresse pas à ça. Les outils existent, là, mais ils prennent de la poussière sur les tablettes. Des ressources là, au Québec, là, il y en a partout. Mais le défi, c'est que les gens tardent trop avant de les utiliser. Puis je pense que c'est un petit peu même tabou que les gens pensent que ça va arriver aux autres, mais tu te dis jamais que ça va arriver à toi aussi, là. Ben, écoute, moi, mon père ayant eu des enjeux, c'est sûr et certain que moi, là, quand j'ai commencé ma vie de jeune adulte, là, je me suis dit, moi, ça se passera pas de même, là. C'est-à-dire que moi, je ferai pas les mêmes erreurs que lui. Moi, je suis comme ci, puis moi, je suis comme ça. Mais, tu sais, c'est sûr et certain que, premièrement, j'ai possiblement ça dans mon ADN. Je suis peut-être quelqu'un qui est prédisposé, tu sais, à ça parce qu'il y en a beaucoup dans notre famille. Mais au-delà de ça, le fait d'en parler régulièrement, c'est hyper important parce que plus on va dire que c'est tabou, plus on gonfle le tabou, selon moi. Donc, tu sais, est-ce que la santé physique, c'est tabou? Non. Ben, je veux dire, la santé psychologique, pourquoi ça l'est? Ben, ça devrait pas l'être. Alors, moi, c'est sûr que l'univers que j'ai créé,
C'est sûr que ma santé mentale, elle a probablement été mise en doute quand je me suis lancé dans cette aventure-là. Tu sais, un planificateur financier qui quitte sa job pour devenir conférencier, m'aider, y a-t-il encore un pilote dans l'avion? C'est sûr qu'il y a des gens qui ont dû se dire soit que ces pilules sont trop ou pas assez fortes. Tu sais. Fait que, mais en même temps, moi, la vision que j'avais, c'est que je voulais amener un discours différent face à la chose. C'est que si on est tout le temps en train de penser que ces choses-là arrivent quand il y a des gens qui commettent des crimes, on se trompe. Notre santé psychologique, on en a tous une. Puis quand on regarde les statistiques aujourd'hui, à un moment donné, il faut appeler un chat, là. Une personne sur deux vit une forme de détresse psychologique. OK? On n'aime pas ça, le mot détresse psychologique. En d'autres mots, ce que ça veut dire, cette statistique-là, puis elle est récente, là, c'est qu'on a des lumières d'allumer. Et on est toujours fonctionnel. On est capable de vivre, mais on est capable de travailler, on est capable de vaquer à ses occupations. La détresse psychologique, la définition, c'est que tu as des symptômes tantôt qui s'apparentent à la dépression, qui s'apparentent au burn-out, qui s'apparentent à l'épuisement, mais que tu es fonctionnel. Donc, moi, j'ai été cette personne-là symptomatique pendant des années et des années. Et aujourd'hui, ben, je surveille mes cadrans, je check mes lumières une fois par mois pour m'assurer que je ne perds pas d'altitude parce que le danger, c'est qu'il y a un effet escalatoire par rapport à ça. C'est que si tu t'en occupes pas, ben, tes lumières vont devenir plus foncées avec le temps. Et, tu sais, à la base, c'est une responsabilité individuelle de se surveiller. Mais ça ne fait pas partie de notre éducation. C'est pas quelque chose qu'on enseigne. Donc, moi, c'est sûr que je prêche pour ma paroisse, là, mais de se prendre pour un pilote d'avion pour, en quelque sorte, vérifier ses voyants lumineux. Il y a toute la question aussi là, de la valise, qu'est-ce que tu transportes dans ta vie, la tour de contrôle, t'es sur quelle fréquence, les turbulences. T'sais, on a tous volé à rase-motte là, un moment ou à un autre dans notre vie. Là. Il n'y a rien de mal à ça. Mais aujourd'hui, puis surtout avec le phénomène qu'on connaît avec les réseaux sociaux, tout le monde montre l'avant-scène, là, mais on a tous un arrière-scène. On a tous des choses qui fait qu'on doute de soi, qu'on file pas tout le temps bien, mais on porte un masque, puis on veut pas c'est ça, on veut pas avoir l'air faible aux yeux des autres. Mais c'est justement, j'ai envie de te demander, c'est quoi la différence entre passer à travers l'adversité puis une période difficile que tu persévères et tu grandis, puis une période de ta vie que tu dois tracer la ligne puis dire, OK, je suis en train de me rendre malade, je suis dans un état dépressif, je suis malheureux. Elle est où, cette ligne-là, tu sais? Parce qu'on prône beaucoup le don't give up, lâche pas, continue, tu sais, comme c'est vraiment la persistance qui va faire que tu vas arriver à tes fins ou à réaliser tes rêves. Mais là, à un moment donné, tu sais, c'est pas de l'acharnement non plus. Faut que tu t'écoutes. Puis la dépression est où là-dedans? Ben, écoute, c'est tellement une bonne question. Je dirais que la résilience, c'est une qualité, là, OK? C'est une force qu'on est capable de développer. Mais pour moi, autant que je suis résilient, cette résilience-là m'a aussi joué des tours. Parce que, à un moment donné, ce qui se passait dans ma tête à ce moment-là, c'est OK, je sens que ma consommation d'alcool a augmenté, puis c'est moins contrôlé des fois, puis oui, je dors mal, puis oui, je suis plus irritable, puis je suis plus fatigué. Mais tu sais, à un moment donné, tu te dis, ça va finir par passer, ça va finir par passer. Donc, c'est certain que c'est de là l'importance. Tu sais, on parle beaucoup là, de la pleine conscience là, de nos jours. Là. Tu sais, la pleine conscience, c'est d'être en mesure de s'observer. Okay? C'est d'être en mesure de prendre de la hauteur par rapport à sa santé, par rapport à sa situation, et d'être en mesure d'identifier justement, de faire un spot check, là, j'en suis où?
Et puis moi, j'invite vos auditeurs à aller le chercher, là, le tableau de bord sur mon site Internet. C'est gratuit. Les gens peuvent le télécharger. Tout le monde devrait avoir ça entre les mains. Et la ligne est dure à tracer, mais c'est sûr et certain que si tu t'évalues pas, ben tu peux pas savoir vraiment où ce que tu en es. Puis en même temps, c'est très dangereux aussi de s'auto-diagnostiquer aussi, là. Moi, je recommande pas ça. Là, aujourd'hui, il y a combien de gens qui tapent sur Google quelque chose, puis là, ils se disent « Ah, tabarouette, je suis en dépression, je suis en burn-out. » Non, attends un peu, là. Allez consulter un spécialiste. Les spécialistes sont là. Ben c'est ça. Moi, j'aurais dû consulter mon médecin de famille bien avant le mois de mai 2018 pour y expliquer, écoute, mon père est décédé subitement, ma vie de couple bat de l'aile, je travaille comme un fou furieux, j'ai beaucoup de pression à job. J'ai pas parlé de ça avec personne. Je me suis dit, c'est de même. Puis, c'est pas mêlant. Moi, mon affiche là, du programme d'aide aux employés au bureau, il me faisait des clins d'œil là, quand je passais à côté. Mais j'aurais pu appeler, là, j'avais un programme d'aide aux employés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Fait que moi, je me suis auto-piégé parce que je me sentais fort, puis résilient, mais j'ai été élevé de la façon suivante, pareil. Le couteau entre les dents, tu sais, je veux dire, si tu files pas à matin, là, va prendre une bonne douche pour un bon déjeuner, puis va travailler. Tu sais, je veux dire, on a tous eu un peu cette culture-là dans nos vies. Mais c'est ça, je pense que l'importance de prendre soin de soi est devenue de plus en plus, c'est pas de mode, là, c'est une nécessité. Tu sais, en avion, là, mettons quand ça brasse dans l'avion, là, il y a une des règles, là, quand les masques oxygène tombent, là, ben, il faut mettre son masque oxygène en premier, avant même de le donner à son chum, à sa blonde, puis à ses enfants. C'est ça la règle. La règle, c'est prendre de l'air en premier parce que si toi, tu manques d'air, tu ne peux pas en donner aux autres. Ben, c'est la même chose au niveau de la santé mentale. C'est qu'à un moment donné, il faut que tu aies des périodes où ce que tu prends de l'air, que tu prends des bouffées d'air. Et moi, j'ai manqué d'air, j'ai manqué de souffle. Puis à un moment donné, ben, il a fallu que je me pose d'urgence au sol. Fait que... Mais en même temps, comment je pourrais dire? C'est quand même un paradoxe. Parce que pour ceux qui nous écoutent, ils se disent, il y en a peut-être qui ont décroché parce qu'on parle de santé mentale, là, mais il faut quand même admettre que ce qui m'est arrivé, ça a été un des plus beaux cadeaux qui n'aurait pas pu m'arriver. Parce que moi, dans le fond, mon GPS intérieur, là, à ce que j'en ai compris, là, c'est qu'il faisait juste me dire... Tu sais, votre GPS dans votre voiture, là, mettons que vous pitonnez une adresse, OK? Puis là, tu prends pas le bon chemin. Le GPS, il va dire recalcule en cours. Puis là, il va te dire hey, tu t'en vas pas dans la bonne direction. Ben moi, mon GPS intérieur, pendant des années, me disait que j'allais pas dans la bonne direction. Et je ne l'écoutais pas. Et à un moment donné, tu sais, c'est mon corps qui a décidé de dire ouais, va te montrer, moi, comment ça marche. Et si cet événement-là n'était pas arrivé dans ma vie, ben, peut-être que je me serais pas séparé, peut-être que j'aurais pas changé d'emploi, peut-être que j'aurais pas lancé mon entreprise. Mais tu sais, je veux dire, moi, ça a pris cette épreuve-là pour être en mesure de redéfinir mon plan de vie, mon plan de vol, pour être en mesure maintenant de voler à une destination qui me fait vibrer puis que je me sens beaucoup plus aligné avec la personne que j'étais né à devenir, là, tu sais. Fait que moi qui est un ambassadeur engagé en prévention et en sensibilisation, j'ai réalisé ça dernièrement. Moi, je vais dans les organisations puis je lance un message, tu sais, aux gens de faire attention à eux. Mais en même temps, ce qui m'est arrivé, ça a été un des plus beaux cadeaux qu'il n'y a pas. Alors, tu sais, je suis dans cette énergie-là des fois, surtout depuis quelques mois. Il n'y a rien de mal à ça, frapper un mur. C'est que la vie, elle avait peut-être juste quelque chose à te... elle avait juste quelque chose à te dicter.
Et ça, ben moi, je trouve ça inspirant, tabarouette, là, tu sais, d'être en mesure de te relever de ça, d'y trouver un sens. Puis, tu sais, aujourd'hui, à cause de nos initiatives, euh, il y a des vies qui ont été changées là, dans les 3 dernières années. Puis ça, tu sais, j'en parle, j'en ai des frissons. Je veux dire, le travail que je faisais avant, j'aimais ça, mais ça n'avait pas cette profondeur-là que là où ce que j'ai l'impression de vraiment faire quelque chose là, de trippant sur cette planète-ci, tu sais. Fait que c'est ça. J'étais dans une période où ce que j'étais dans une perte de sens, je pense, comme bien des gens aussi aujourd'hui, disons-le. Mais tu l'as bien dit, Donc, justement, Jean-François, c'est ton GPS t'a parlé longtemps, mais tu t'as jamais voulu l'écouter ou tu t'es jamais arrêté justement à l'écouter. Parce qu'on on a souvent des signes pour se dire non, non, faut continuer, faut continuer, faut continuer, mais quand on prend le temps, puis justement, j'aimerais ça qu'on revienne sur ton outil de tableau de bord qui me semble quelque chose de vraiment intéressant parce qu'on ne s'auto-évalue pas, on ne se pose pas les questions, puis c'est des petites questions des fois qui semblent simples ou banales, mais qui peuvent comme faire toute la différence. Et c'est ce que tu disais tantôt, de vraiment faire au niveau des codes de couleur, de lumière, de vert, de jaune et de rouge. Oui, oui. En fait, moi, j'utilise ce tableau-là. Premièrement, quand que je fais des interventions en entreprise, j'en parle tout le temps. Puis ce qui est le fun, c'est que, tu sais, imagine si tu as le choix entre checker un tableau avec des signes et symptômes ou checker tes lumières. Qu'est-ce qui est le plus fun? Qu'est-ce qui est le plus attirant? Moi, dans ma tête, c'est devenu un jeu en quelque sorte, ça. C'est-à-dire que, en même temps, si on veut l'enseigner à la prochaine génération, ben, je trouve ça cool comme concept. Puis tant mieux si on en invente d'autres. Mais c'est clair, net et précis que tout part de là. On parle beaucoup de responsabilité partagée en matière de santé psychologique de nos jours, c'est-à-dire que là, c'est rendu que les entreprises ont une responsabilité légale de parler de santé mentale au travail, OK? C'est correct, là, je suis pour ça. Mais à la base, là, c'est une responsabilité individuelle. Ouais. Le gars qui est tout le temps en train de crier après sa femme, là, je m'excuse, là, il y a des lumières d'allumées. La femme qui prend une bouteille de scotch à tous les soirs, là, une bouteille, là, elle a des lumières d'allumées. La personne qui dort pas, là, ou qui dort trop, elle a des lumières d'allumées. Mais pour ça, il faut passer à travers la phase de déni qui est très, très, très difficile. J'ai l'impression, tu sais, quelqu'un qui consomme trop d'alcool, un alcoolique qui veut... la partie la plus difficile, c'est de dire « je suis un alcoolique ». C'est très, très difficile, cette partie-là. Puis est-ce que le fait d'avoir une perspective de quelqu'un d'extérieur peut être quelque chose d'intéressant, quelqu'un de proche qui apporte sa façon de penser? Parce que... Tu sais, des fois, même si tu essaies, c'est difficile de voir ses propres bobos. C'est très facile de voir les bobos des autres, mais voir ses propres bobos, c'est très difficile souvent. C'est sûr et certain, là, parce qu'on s'en compte des menteries. Là. On est tous des metteurs en scène extraordinaires, où on se raconte des histoires. Donc, mais à mon sens, ça part de là. Puis là, moi, je parle pas de maladie mentale. Là, je veux dire, la personne qui devient schizophrénique ou qui va souffrir de bipolarité, ça, c'est un petit peu plus touché. Là. Moi, je parle vraiment de santé psychologique, là, ton bien-être mental, là, ta boîte à poux. Là. On est tous en mesure de mesurer comment on va entre les deux oreilles. On est tous capables de faire ça. Mais ne pas le faire, ben, je trouve que c'est un pas dans la mauvaise direction. Mais je le sais que c'est pas évident. Puis même moi, là, je veux dire, j'en ai des lumières d'allumées là, présentement, là, mais je sais qu'ils sont allumés. Avant, j'en avais, mais je le savais pas. Tu comprends? Oui, d'être au courant déjà et d'être capable de le dire, c'est un gros c'est ça. Différence. Puis en même temps, tu parlais de déni tantôt. Tu sais, j'ai perdu mon idée, mais ce que je voulais mentionner, c'est que, c'est ça. La chose la plus difficile pour un être humain, là,
puis moi, je parle pour moi, là, mais je suis convaincu que ça va rejoindre d'autres personnes, là. La chose la plus difficile, là, c'est de lever la main puis de demander de l'aide. Puis ça aussi, là, c'est à considérer. C'est-à-dire que de se mettre dans une position où on est en quelque sorte vulnérable, c'est pas donné à tout le monde. Et je veux dire, tu sais, dans n'importe quoi. Tu sais, je veux dire, quelqu'un déménage aujourd'hui, il va-tu demander de l'aide autour de lui? La plupart du monde vont s'arranger. Tu sais, admettons, tu subis une opération, je sais pas moi, à la hanche, puis tu n'oseras pas déranger les gens. Ça serait quoi de demander alentour de toi, hey, y a-tu quelqu'un qui peut m'aider à faire l'épicerie, tu sais, dans le prochain mois et demi? On a tendance, nous, les êtres humains, à ne pas demander d'aide. Comme si c'était mal vu. Ben, comme si c'était mal vu. Fait que c'est sûr que quand tu t'attaches tous ces morceaux-là ensemble, puis tu regardes le big picture, ben ça aussi, ça fait en sorte que avec le temps, on cultive un terrain propice à l'apparition d'un enjeu de santé psychologique. Parce que si tu peux pas en parler à personne, puis là, ben, de te faire juger ou quoi que ce soit. Tu sais, quand moi, j'étais en arrêt de travail, j'ai été pris en charge par les assureurs, puis j'ai été vraiment béni. J'avais une personne incroyable qui s'occupait de mon dossier, puis elle me disait, Jean-François, c'est important dans ton rétablissement que tu fasses des choses que tu aimes. Puis, moi, j'aime jouer au golf. Je suis un golfeur depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Puis, dans le fond, elle me disait, va jouer au golf. Mais là, imagine, là, moi, je suis en arrêt de travail. Elle me dit, va jouer au golf. Moi, tu sais, je sais quoi, je vais aller golfer, puis je vais rencontrer mes patrons, mes clients. Le monde, ils vont dire, il a l'air affilé, Jeff, esprit, il prend une petite bière à la terrasse. Parce que ça te paraît pas tout le temps d'en face que tu es en dépression, là. Tu sais, je veux dire, fait qu'on a beaucoup de chemin à faire aussi. Tu sais, je peux aussi donner l'exemple suivant. Mettons que quelqu'un est en arrêt de travail dans votre entourage, puis vous croisez cette personne-là dans un restaurant avec une gang de filles en train d'avoir du fun. Ben, c'est ça, c'est qu'on a beaucoup aussi de préjugés, puis tu sais, par rapport à tout ça, fait que on a des croûtes à manger en termes d'éducation et de prévention et de sensibilisation. Et l'heure a sonné, là, parce que de plus en plus, nos ados vont vivre ça. Là. On parle aujourd'hui de dépression digitale. C'est fou, là! Avec le web. Alors, tu sais, puis là, regarde, moi, je pourrais m'emporter. Là. Je sais qu'on a 45 minutes ensemble, là. Mais on parle-tu d'autres choses, là? Mais je veux qu'on revienne. Tu as parlé un peu tantôt de la boîte noire. Explique-nous un peu comment on peut, cette boîte noire-là, nous apporter dans une meilleure place. Comment on l'utilise? Bien, en fait, tu sais, la boîte noire, pour moi, Martine, ça m'a permis de faire une introspection, OK? Pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était passé puis qu'est-ce qui a fait en sorte que je me suis rendu à la boîte comme ça. Parce qu'on parle de boîte noire, on parle de boîte noire comme dans l'avion où on récolte les informations pour mieux comprendre. Exact. Moi, là, dans le fond, là, quand j'ai mon concept de boîte noire, excusez, c'est parce que mon téléphone a sonné, puis là, je vais me mettre en mode d'avion, tu sais, je vais être concept. Non, mais tu sais, la boîte noire, pour moi, là, ça a été... J'ai cherché à comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Puis quand je suis revenu sur le marché du travail à l'automne 2018, je suis parti en voyage toute seule pendant 2 semaines. Je n'avais jamais fait ça dans ma vie. OK? Puis la première semaine, j'étais ici à Québec. Puis une journée, je suis allé au spa. Puis dans l'après-midi, j'ai commencé à écrire sur un bout de papier. Puis c'est là que M'aider est né. Atterrissage forcé égale dépression, les turbulences, la valise, qu'est-ce que tu transportes. Puis en tout cas, j'ai commencé à faire plein de jeux de mots. Puis 3 jours après, je prenais l'avion pour m'en aller dans le sud une semaine. Puis moi, je suis beauceron, là, donc j'aime être festif. Et j'aurais pu passer la semaine accoudé à la piscine, au bar, puis avoir du fun, puis me faire des nouveaux amis. Mais non, je suis revenu de ce voyage-là avec 150 pages de notes. Wow. Où j'ai carrément... je me suis remémoré
certaines choses quand j'étais petit cul, quand j'étais adolescent, quand j'étais adulte, puis des choses que j'ai regrettées. Puis, tu sais, écoute, tu sais, ça peut paraître un peu paranoïaque, là, tout ça, là, mais moi, ça a été très, très, très thérapeutique de faire ça. Fait que, tu sais, la boîte noire, pour moi, c'est une période où, c'est ça, on essaie de dénouer les nœuds, peut-être qu'on a ou qu'on a créés au fil du temps. Puis sans vouloir rebondir sur un autre sujet, il y a une valise, là, juste ici, là. Le concept de la valise, là, pour moi, là, c'est un des concepts les plus forts. C'est-à-dire qu'on transporte tous une valise invisible avec nous, OK? Dans laquelle on met différents événements, on met, tu sais, je sais pas, c'est peut-être un deuil mal guéri, c'est peut-être une séparation, une relation au travail qui est so-so. Il y en a qui ont des secrets bien gardés. Il y en a qui, tu sais, cette valise-là, moi je l'appelle, c'est une valise émotionnelle. Et on la traîne partout avec nous, à l'épicerie, au travail. Puis c'est important de faire l'inventaire de sa valise une fois de temps en temps. Puis ça aussi, c'est un exercice que j'ai fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que je transporte là-dedans? Et ma valise, moi, était extrêmement lourde. C'est-à-dire que, tu sais, exemple, tu te chicanes avec quelqu'un, puis pour une niaiserie, ou cette personne-là, tu la sors de ta vie. Mais c'est une personne qui est importante pour toi. Tu sais, des fois, on est comme, c'est ça, on est têtu, là, c'est œil pour œil, dent pour dent, là, puis moi, c'est pas vrai que je vais l'appeler en premier. Mais tu sais, la valise émotionnelle, c'est comme, on peut tous faire la paix avec notre passé d'une certaine façon. Et il y a des choses qu'on peut faire toute seule, il y a d'autres choses qui sont peut-être plus importantes, puis que vous pouvez faire avec un professionnel, avec un psychologue ou avec un thérapeute. Mais je pense qu'on aurait tout avantage aussi parce que voler en surcharge, là, c'est dangereux en aviation. Là. Pourquoi qu'ils pèsent nos valises avant de décoller? Ben, c'est parce que si l'avion est trop pesante, elle ne décollera pas. Donc, si toi, tu transportes dans ta valise émotionnelle les choses depuis des années, des années, des années, peut-être que tu voles juste à 12 000 pieds d'altitude. Wow, j'aime ça. Mais je dois dire que la vue est pas mal plus belle à 40 000 pieds, là. Donc, le fait de faire ça, de faire l'inventaire, puis de laisser partir des choses qui ont plus d'affaires là, ben moi, ça m'a permis maintenant d'avoir une vie pas mal plus lumineuse, puis j'ai retrouvé le bonheur puis la joie parce que je me suis occupé de moi, mais aussi parce que je me suis occupé de ce que je transportais, tu sais. Fait que c'est plus léger puis ça devient moins lourd à transporter. Ben oui, puis ce qui est intéressant surtout, c'est qu'il dit justement que ce qu'il y a dans ta valise, c'est pas nécessairement quelque chose qui est arrivé juste hier. Là. Des fois, ça fait des années quelque chose que tu as accumulé. Ta valise, tu la pactes, ça fait des ans, elle est lourde, là. Ben, c'est ça. Moi, je vous confirme que ma valise était extrêmement lourde depuis des années et des années. Puis ça, tu sais, je le raconte en conférence. Je ne prendrai pas autant de temps pour le raconter, là. Mais moi, quand j'avais 16 ans, ma blonde de l'époque, qui en avait 15, est tombée enceinte. OK? J'étais au secondaire, en secondaire 5. Fait que tu sais, c'est sûr et certain que notre vision du futur était pas la même. Puis, elle a décidé de ne pas mettre un terme à sa grossesse. Elle a décidé de mettre à terme sa grossesse. C'est-à-dire, elle a décidé de garder l'enfant. Et évidemment, quand j'ai eu la nouvelle, moi, on n'était plus ensemble. Mais, tu sais, moi, dès l'âge de 16 ans, cet événement-là, ce que ça l'a semé en moi, parce que on a pris des chemins différents, c'est tout le regard des autres par rapport à moi. Le fait de, tu sais, inconsciemment un peu d'abandonner quelqu'un qui vit des difficultés parce que j'avais pas la même vision des choses. Tu sais, imagine, là, moi j'avais 16 ans, là, je venais d'avoir mon permis de conduire, puis là, la vie cognait à ma porte, puis ça me disait, tu sais, tu vas être papa à 16 ans. Ça avait comme pas de bon sens pour moi. Fait que, tu sais, la vie, c'est là que moi, j'ai commencé
je jouais au hockey dans ce temps-là, à développer une relation un peu poche avec l'alcool, tu sais, pour en quelque sorte vouloir camoufler ce mal-là que je vivais, dans le sens que, puis tu sais, je veux dire, j'ai essayé possiblement toutes les drogues qui n'existent pas non plus dans mon adolescence parce que j'avais mal. Et même cette épreuve-là, j'aurais dû consulter. Mais c'était aussi devenu un sujet extrêmement tabou dans ma vie familiale puis dans ma vie avec mes amis. Puis moi, j'étais content de m'en aller au cégep là, parce que toute l'école secondaire savait ça. Puis là, tu vois du monde parler comme ça. Puis là, tu te dis, ouais, il parle de moi. Puis là, il parle de cette affaire-là. Puis là, tu te fais des scénarios. Fait que moi, cette épreuve-là dans ma vie, ça a commencé quand même assez jeune. Là. C'est quasiment un choc post-traumatique là, de vivre une affaire de même. J'avais de la difficulté à aller au centre d'achat parce que j'avais peur de croiser la mer puis une poussette. J'avais honte de ça, j'en parlais pas, c'était devenu un secret. Puis pour faire une histoire courte, là, c'est qu'à un moment donné, quand mon père est décédé subitement en 2013, c'est-à-dire 20 ans après cet événement-là, moi, je me suis dit, la journée, on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. Fait que j'avais comme identifié des choses que je voulais faire avant de mourir. Puis une chose que je voulais faire, c'était de retrouver ma fille. Tu comprends? Wow. Et de cet épisode-là, ben là, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai retrouvé la mère. On s'est parlé. Ça n'a super pas bien été parce qu'on a comme repris la conversation 20 ans plus tard. Puis là, tu sors d'où, toi? Fait que, mais pendant mon atterrissage forcé, puis là, ben, tu sais, je veux pas passer trop de temps là-dessus, mais c'était pour vous dire qu'est-ce que je transportais, tu sais. Pendant mon atterrissage forcé, pendant ma dépression, j'ai réussi à contacter ma fille, puis durant l'été 2018, on s'est rencontrés pour la première fois. Et évidemment, je raconte ce bout d'histoire-là, ça prend quasiment 10-12 minutes pendant ma conférence. J'amène vraiment les gens là, dans cette émotion-là, mais il y a une différence entre le Jean-François du mois de juin 2018 puis du mois de juillet 2018. Je ne sais pas si vous comprenez, il s'est enlevé un poids énorme sur mes épaules. Alors, ne sous-estimez pas ce que vous avez dans votre valise. Puis des fois, ça peut être une banalité. Moi, c'est une histoire rocambolesque, là, on s'entend. Mais juste une chicane, tu sais, quelqu'un à qui tu parles plus, il n'y a pas de raison d'être, tu transportes ça émotionnellement, tu t'en rends pas compte. Mais si tu as des petites roches comme ça que tu accumules depuis 30 ans, ben des fois, c'est le fun de... Puis la valise, là, c'est important de faire l'inventaire une fois de temps en temps. Moi, je fais l'inventaire de ma valise maintenant depuis que ça m'est arrivé, là, au moins une fois par année. Je m'assois, là, puis je me dis, bon, qu'est-ce que je transporte? Puis, on a une activité de saut en parachute bientôt. J'amène des gens, tu sais, à venir vivre une expérience incroyable, mais c'est un des ateliers qu'on fait. C'est que j'amène les gens à réfléchir qu'est-ce qu'ils transportent dans leur valise, puis juste avant de sauter, ils laissent ça dans l'avion. Quand ils arrivent en bas, ils commencent à écrire un nouveau chapitre. Alors, pour moi, ça, là, le concept de la valise, ça a fait une énorme différence dans ma vie. Puis, mais en même temps, c'est ça, il y a des choses qu'on peut faire tout seul, mais il y a des choses qu'on peut faire aussi accompagnées de professionnels. Fait que moi, il n'y a rien de mal à consulter un psychologue, là. Les athlètes sportifs, là, ils ont tous un psychologue. C'est sûr. Puis nous autres, on est là, puis on se promène, puis on pense qu'on sait tout, on a tout vu, puis on a tout entendu, alors qu'on aurait tout intérêt à les consulter plus régulièrement, puis à s'occuper de notre cœur, tu sais. Fait que... C'est ce qu'on va retenir, Jean-François, de notre boîte noire, le bagage qu'on a, la valise, qu'est-ce qu'on peut libérer là-dedans. Puis surtout, une fois par mois, de revisiter notre tableau de bord, comment on se sent. Puis, prendre le temps de justement avoir une réflexion sur tout ça, puis regarder comment qu'on va pour vrai, tu sais. C'est important. Hey, puis écoute, ça vient de monter, là, mais il faut rire un peu, là. Tu sais, Marika, tu pourrais être ma fille. Non, mais tu me suis, là? Alors, tu sais, c'est capoté pareil, cette histoire-là. Mais mon doux que
sais, de faire la paix avec ça, là, je suis plus le même homme. Ah ouais, écoute, tu nous le dis, puis je le visualise, la lourdeur. Tu sais, dans tes paroles, me semble que je voyais la lourdeur comme se retirer, le fait que tu l'aies justement vu. Et ça peut ramener les gens à se dire, hey, j'entraîne-tu des affaires dans ma valise? Puis tu le sais pas jusqu'à temps que tu mettes le doigt sur le bagage, à quel point que le bagage peut être lourd dans ta valise. Comme tu dis, tu sais, des fois, tu penses que c'est banal, mais tout d'un coup que tu l'enlèves de ta valise, bien là, tu te dis, OK, il était pas mal plus lourd que ce que je pensais, ce morceau-là. Là. C'est ça. Tous les gens peuvent s'associer à ces concepts-là. Et c'est pour ça que j'aime ce que je fais aujourd'hui, puis d'amener les gens juste à réfléchir, puis en fait d'amener les gens en voyage avec moi, mais les faire voyager à travers leur propre histoire aussi pour leur permettre, oui, de voyager plus léger, d'avoir un plan, de savoir où ils s'en vont, de faire attention à eux. Fait que c'est ça. C'est vraiment le fun que j'ai pu avoir cette discussion-là avec vous deux aujourd'hui. Mais c'est vraiment, vraiment intéressant, tous les parallèles, surtout avec le concept d'aviation aussi, c'est vraiment, vraiment pertinent. Parce qu'on le comprend bien, c'est bien vulgarisé, puis on arrive à bien le visualiser dans notre tête. 100%. Puis en terminant, Jean-François, j'ai un petit défi pour toi. Ah oui. Un petit quiz. Donc, on te pose des questions en rafale. C'est un choix de réponse, un ou l'autre. OK. Il y a combien de questions? 10 questions. Tu as 2 choix dans toutes tes questions, fait qu'il faut que tu choisisses l'un ou l'autre, dans le fond. OK. C'est un choix. C'est exactement ça. Ouais. Parfait. T'es-tu prêt? I'm ready. Ça y va, là. Vas-y. Donc, voyage, backpack ou tout inclus? Tout inclus. Être spontané ou planifié? Oh! De plus en plus spontané. Spontané. Ouais, ben ça fait partie du changement aussi. J'étais un gars ultra planifié avant et maintenant, j'aime danser avec la vie, donc spontané. Génial. Inspirer les autres ou te laisser inspirer? L'un va avec l'autre, on dirait. Tu trouves? OK, oui, ça peut être une... On va accepter ta réponse. Ah oui, t'acceptes, Marc? Ouais. Chocolat ou chip? Chocolat. Chocolat. Bien prononcé, chocolat. Été ou hiver? Été. Souper à la maison ou bonne bouffe resto? Bonne bouffe resto. Vin rouge ou cocktail? Cocktail. Cocktail. Mauve ou jaune? Mauve. Yeah. Hey, t'es en train de gagner. Parce que là, ça fait référence à Survivor, bien évidemment. Mauve, c'était la couleur de la tribu de Martine et jaune, c'était la couleur de ma tribu. Et Martine est en train de gagner sur moi. Là. Nos invités ont un petit penchant pour le mauve. Là. On dirait sortie au cinéma. C'était quoi l'autre? Sortie au cinéma? Sortie au cinéma. Quelque chose de plus flyé ou plus tranquille? Cinéma. Cinéma. Et la dernière question, mais non la moindre, roulement de tambour. Riz ou coconut? Coconut. Coconut. Yes. Hey, on aime ça, voir nos invités hésiter un peu entre les choix. Ça, on a vu que ça n'avait pas été facile pour toutes les questions de donner la réponse. Là. non, mais c'est tellement un jeu qu'on n'a pas l'habitude de jouer, mais c'est très le fun. Oui, parce cool. que chaque réponse donne quand même un lien sur quelque chose qui vient te décrire finalement. On apprend à connaître nos invités un peu mieux, donc exact. Puis, tu sais, j'oserais rajouter, si on m'avait posé ces questions-là, il y a 10 ans, les réponses auraient probablement été différentes. Ouais. Je trouve ça juste important de le mentionner parce que je suis encore le même gars. En fait, on parle souvent de retrouver son cœur d'enfant. C'est un peu cliché, là, ça. Là. Mais moi, là, depuis mon atterrissage forcé, maintenant, c'est ça. C'est que j'ai retrouvé le petit cul, le petit Jeff. T'sais. Puis aujourd'hui, ben, j'ai pas toujours été correct avec lui. Puis, c'est ça. C'est ça, la vie. Donc, j'ai eu des réponses un petit peu plus flyées que j'en aurais eu dans mon fameux costume il y a 10 ans. Ouais. Donc, finalement, tu es devenu ou tu es rendu la meilleure version de toi-même. Je pense que c'est un work in progress. C'est-à-dire que, oui, je suis définitivement un meilleur papa
un meilleur compagnon de vie aujourd'hui, un meilleur humain que je l'étais. J'avais tout ça en dedans de moi. C'est juste que ça avait pris la poussière avec les années, puis c'est important de faire le ménage. Merci tellement Jean-François, pour ton temps. Mais ça fut une rencontre très enrichissante, pleine d'informations hyper pertinentes que je suis certaine que les gens vont adorer. Puis, on les invite à aller sur ton site Internet aussi, Jean-François Lacasse, ouais. pour avoir... www.jflacasse.com. JF-Lacasse. Site Internet qui se refait une beauté, là, justement. Là, j'ai hâte de présenter ça cet automne. Ouais. Génial. Un gros merci, Jean-François. Oui. Merci à vous deux. Puis bravo pour qu'est-ce que vous faites. C'est le fun. En plus, j'adore votre concept. Puis, bon succès. Ça va me faire plaisir d'en faire le rayonnement à travers ma communauté. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Bye bye.